Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de vue à la découverte d'une personnalité que vous pensez déjà connaître. Et ce soir, nous recevons la voix de la rébellion contre la vie chère en Martinique. Depuis un an, la lettre R s'est imposée dans la conscience collective, celle d'un homme contestataire, mais aussi contesté par une partie de la population. Son mouvement, le RPRAC, quitte la rue pour s'en remettre bientôt au choix des urnes. Rodrigue Petitot, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Rodrigue, je ne vous apprends rien si je dis que vous fascinez autant que vous en exaspérez certains. Mais avant de faire la rétrospective du mouvement contre la vie chère initié par le RPRAC il y a maintenant un an et de voir aussi ce qu'il en reste, nous allons revenir aux origines, à savoir les vôtres. Vous êtes né à l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise, le 8 août 1982. Vous appartenez à une fratrie de 5 enfants. Votre maman fait des repassages, votre papa est maçon. Vous grandissez en cité et malgré le manque d'argent, vous m'avez dit vivre une enfance plutôt heureuse. Oui, c'est ça. Oui. Effectivement. Financièrement, on n'avait pas plus les moyens que quiconque, mais on était heureux. Mais vous étiez heureux. Ah. Et vous êtes éduqué selon des valeurs aujourd'hui qu'on pourrait qualifier un peu à l'ancienne. Oui. Je pense quand on regarde comment ça se passe maintenant, quand on regarde l'éducation, ce qu'elle est, oui, je pense qu'on a eu une éducation à l'ancienne, mais qui allait vers le moderne. Donc, en tout cas, une bonne éducation avec de bonnes bases. Aussi le respect, et puis le respect de l'être humain, et puis des anciens. Donc, oui, on a eu une bonne éducation, très bonne éducation. Et puis beaucoup d'amour, surtout. Et beaucoup d'amour. Vous posez le pied pour la première fois en Martinique à l'âge de 3 ans, puis vous ferez des allers-retours assez régulièrement à partir de cet âge-là, avant de rentrer au pays pour terminer votre collège. Vous êtes un élève assez brillant, qui a beaucoup de facilité, mais le comportement ne suit pas. Ouais, voilà, oui, j'avais pas mal de facilité, bonne mémoire, compréhension rapide. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une énergie qui est un peu débordante, difficile à canaliser. Donc effectivement, je pense que pour mes professeurs, ce n'était pas facile. Vous pensez qu'ils se souviennent de vous? J'ai eu pour mémoire une dame, Madame Michalon, qui avait dit à ma mère que j'étais tellement agité que quand elle rentrait chez elle, ça l'arrivait d'appeler ses enfants par mon prénom à moi. Donc je pense que ouais, elle doit se souvenir de moi. Vous l'obsédiez. Donc vous l'avez dit, vous avez du mal à canaliser votre énergie. À l'époque, vous voulez être pilote d'avion. C'était ça votre rêve de petit garçon. Mais vous comprenez quand même que malgré vos aptitudes, ça va être compliqué de faire les études nécessaires pour ce métier. Oui, c'était pas tant les aptitudes, mais c'était plutôt le cursus qu'il aurait fallu suivre, être assis aussi longtemps sur un banc, enfermé. C'était pas ma personnalité, je pense. Donc je l'ai rapidement compris et puis voilà, j'ai changé de direction. Vous envisagez d'intégrer l'armée, mais votre maman s'y oppose dans un premier temps. Pourquoi? Oui, je voulais intégrer l'armée dès l'âge de 16 ans, sur un devancement d'appel. Mais j'étais très turbulent, donc ma mère, elle a eu peur et elle s'est dit oui, mais je ne vais pas pouvoir rester dans les règles, faire les choses comme il faut et que ça allait mal se passer. Le cadre n'allait pas vous convenir. Voilà, elle ne voulait pas. Donc, j'ai ma sœur qui, elle, m'a dit, bon, ben, si vraiment c'est ce que tu veux faire, en passant un CAP, on va intégrer l'armée, tu seras gradé, tu auras déjà 18 ans. Et c'est ce que j'ai fait. Alors effectivement, nous sommes en 2000, vous obtenez un diplôme de responsable sanitaire pour intervenir sur les... Installateur sanitaire. Installateur sanitaire. Plombier. D'accord. Donc en tout cas pour intervenir sur les chantiers. Vous trouvez aussi du travail dans une entreprise des Terres Saint-Ville. Ouais. Sauf que l'an 2000, c'est aussi l'année où vous avez votre première incarcération. Vous n'êtes finalement, j'ai envie de vous poser la question, Rodrigue, vous n'êtes pas passé très loin d'une vie rangée? Oui, voilà. Mais je pense que ce n'est pas ce qui m'était destiné. Mais effectivement, malheureusement, mauvais choix, mauvais comportement. Je me retrouve incarcéré. Donc ça efface toute possibilité d'intégrer l'armée. Ma sœur, elle a continué. Jusqu'à maintenant, elle y est. Et puis, je continue l'apprentissage de la vie en temps réel par les gifles de la vie, on va dire. Alors d'ailleurs, vous m'avez dit à cette époque, lors de votre première incarcération, que c'est lorsque vous êtes arrivé devant le juge que là, vous avez vraiment pris conscience. Non seulement de ce que vous aviez fait, mais surtout de ce qui allait vous arriver ensuite, à savoir la prison. Oui, c'est clair. Parce que quelquefois, on parle des choses théoriquement, mais pratiquement, on n'a pas encore vraiment conscience. J'étais jeune, donc je parle un peu avec tout le monde, on s'amuse, on fait n'importe quoi, puisque nous avons été incarcérés en groupe. Hein. Oui. Je pense que tout ce groupe-là, nous étions 13. Je pense que tout le groupe, on a vraiment compris qu'une fois en prison, en fait,
Il y a eu, je veux dire, un petit peu l'incrédulité de la jeunesse et puis l'adrénaline, un peu de tout mélangé. Vous aviez quel âge, du coup, en 18 ans? Ouais, 18 ans. Vous aviez 18 ans. Vous avez 18 ans. Vous m'avez dit aussi que lorsque l'on vit en cité, on se crée une famille de misère. J'ai envie de dire, cette notion, en tout cas pour vous, n'est pas éculée. C'est aussi les fréquentations que vous avez nouées à cette époque-là, l'effet de groupe peut-être dont vous parliez, où on s'entraîne aussi dans la bêtise. Oui, il y a un effet de groupe qui se crée, puisque c'est une famille de misère, puisque quand on n'a pas les moyens, les voisins deviennent des frères, les voisines deviennent des sœurs. On joue ensemble à cache-cache et puis après on fait de plus grosses bêtises ensemble. On est dans un raisonnement qui n'est pas logique, mais comme on l'entretient tous ensemble, donc on pense être dans le vrai, on fait les mêmes bêtises et puis on se retrouve dans les mêmes problèmes. Je pense que très souvent on parle d'être comment dire, entraîné par les autres, mais je pense que non, c'est plus phénomène de groupe et puis le côté irresponsable, mais que quand on est dans un groupe, on pense vraiment être dans le vrai. Malheureusement, il y a beaucoup de cités en Martinique. Malheureusement, ça se passe comme ça avec beaucoup de jeunes. Et comme je vous dis, ce n'est que quand le gros problème arrive qu'une conscience brutale fait surface. Et puis là, on se dit, ah, on a dépassé les limites. Et puis on tombe dans la vraie vie. Alors, vous passez 3 ans en détention. Pratiquement 3 ans en détention. Pratiquement 3 ans en détention. Et ce qui aurait pu être la claque qui vous réveille, malheureusement, devient plutôt l'incubateur et l'engrenage qui vous fait, pour le coup, franchement sombrer dans la délinquance. Oui, parce que je pense que initialement, la prison se voulait une bonne chose pour réintégrer, pour ramener sur le droit chemin. Mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et malheureusement, Ducos est plus devenu l'école du crime que le chemin de la réinsertion. Ça veut dire que, comme je dis très souvent, on vole un vélo, on nous met avec des gens qui volent un hélicoptère. Tu as le petit dealer de quartier qui ne connaît pas les quantités, on le met en cellule avec des étrangers qui sont arrivés avec 2 tonnes. Avec des gros narcotrafiquants. On apprend plus dans le mal qu'on essaie de se réintégrer. Et puis il faut dire que les surveillants ont la bonne volonté, mais ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir... Parce que les surveillants font un gros travail, un très gros travail pour essayer de réinsérer les jeunes, les encourager à s'en sortir, mais ils n'ont pas les moyens. Ils sont souvent en grève, ils le disent. Et donc, quand on est relâché comme ça dans la nature et puis qu'on s'est fait autant de mauvais contacts, parce que ce n'est pas des chefs d'entreprise qu'on croise à l'intérieur pour aller trouver du travail à l'extérieur, hein. Eh ben, malheureusement, il est plus facile de reprendre le mauvais chemin que de se réinsérer. Qu'est-ce qui fait qu'on les garde, ces contacts, une fois qu'on est sorti? C'est quoi? C'est la force de l'habitude? C'est le même schéma que le schéma de cité, c'est les frères de misère. C'est des gens avec qui on traverse des moments difficiles. Si je dois faire un comparatif, mon père encore, en tout cas, connaît encore des frères de misère, mais de l'armée. Dans le temps, c'était l'armée. Ils devenaient des frères parce qu'ils galéraient ensemble, ils faisaient des missions, et puis à vie, ça devenait des frères. Donc, c'est une épreuve qu'on traverse en étant en prison. C'est une épreuve qui est difficile. Peut-être pas physiquement, mais mentalement. On se lie d'amitié avec certaines personnes, et malheureusement, si ce ne sont pas des gens qui ont déjà pris un coup de conscience, on continue à rester dans la bêtise, malheureusement. Selon vous, c'était une erreur de supprimer le service militaire obligatoire? Très grosse erreur. Très grosse erreur. Pour moi, pour ce qu'il en est de moi. Parce que je pense que si ça ne rattrapait pas 100 jeunes, ça en rattrapait peut-être, je ne sais pas, 30-40, mais c'était quand même 30-40 qu'on rattrapait. Ouais, aujourd'hui, on n'en rattrape aucun. Alors en 20 ans, vous êtes incarcéré à plusieurs reprises entre l'Hexagone, la Martinique, la Guadeloupe, donc pour différents faits, des faits de violence à main armée, de trafic de drogue. Vous êtes même retrouvé incarcéré la veille de votre mariage et finalement, vous ne vous êtes jamais marié. Elle vous a coûté cher, cette vie? Ah oui. Très cher, très cher. Comme je dis, il y a ceux qui apprennent avec les mots et puis il y a ceux qui apprennent dans la pratique avec les gifles de la vie. Moi, c'est avec les gifles de la vie, j'ai la tête dure. Mais vous avez des regrets? Oui, mais c'est sûr. J'aurais voulu faire beaucoup mieux. J'aurais voulu que tout soit différent. J'aurais voulu pouvoir comprendre simplement avec les mots. Malheureusement, c'est ma nature et ça m'a coûté cher. Mais aujourd'hui, c'est ça aussi qui me confère la crédibilité quand je parle à un jeune, de lui dire je sais qu'est-ce que c'est, je sais l'erreur que tu vas faire, je sais combien ça coûte, donc je te conseille de me prendre au sérieux. Donc il y en a que j'arrive à raisonner, parce qu'ils savent, entre leur père ou leur frère qui leur disent oui, effectivement, avant il était comme ça. Aujourd'hui, mon expérience permet à certains de se retenir ou de faire les choses différemment pour éviter d'avoir à subir. Donc voilà, la vie m'a imposé ça, bon, je prends et puis j'essaie de
faire de ce qui était un mal avant un bien pour avancer aujourd'hui. Et c'est aussi en prison que se renforce votre fibre militante. Alors au départ, c'est vraiment aussi pour dénoncer les conditions d'incarcération. Mais vous constatez aussi qu'en prison, vous croisez des personnes intelligentes, diplômées. Et finalement, cette question lancinante qui revient, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous et vos compagnons justement aussi incarcérés faites là? Ça a aussi été une idée un peu fondatrice pour justement qui a posé le terreau aussi de votre fibre militante. Vous avez dit mais il y a un problème. Pourquoi autant de jeunes hommes finalement qui auraient pu avoir un autre parcours que celui-là se retrouvent ici? Oui, en prison c'est clair, j'ai croisé toutes sortes de personnes. J'ai croisé des docteurs, j'ai croisé des prêtres, j'ai même croisé un béquet, j'ai croisé des douaniers. Donc il y a toutes sortes de personnes. Et effectivement, j'ai croisé aussi beaucoup de jeunes qui étaient diplômés, qui étaient intelligents, parce qu'on peut être diplômé, ça ne veut pas dire forcément qu'on est intelligent. Intelligents, diplômés, cultivés, avec une bonne éducation. Et non seulement ils se retrouvent en prison, mais certains étaient même récidivistes. Donc moi, je me questionne beaucoup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on revient? Qu'est-ce qui fait qu'on est là? Des gens qui avaient des capacités, des gens qui n'avaient pas de diplôme à l'extérieur et qui se sont diplômés en prison. J'ai même connu un jeune qui a passé sa licence de droit en prison. Donc, je me posais des questions et j'ai compris qu'il y avait un malaise dans le système qui faisait que malheureusement, quand on avait déjà fait de mauvais choix, on n'était pas aidé pour revenir sur le droit chemin. Qu'est-ce qu'il faudrait quand on sort, justement, pour en finir avec cet échec du système de la réinsertion, quand on sort de prison? Qu'est-ce que vous, par exemple, vous n'avez pas eu, qui aurait pu changer votre destin si vous aviez eu cet accompagnement? C'est déjà avant qu'on sorte. Parce que le but, ce n'est pas d'attendre qu'ils rentrent pour les sauver quand ils sont sortis. C'est avant. Il faut déjà mettre de vraies perspectives pour nos jeunes. Là, actuellement, nos jeunes vivent comme s'il n'y a pas de demain. Mais réellement, quand on regarde qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de réelle formation, ceux qui espèrent un avenir sont obligés d'aller à Aimé Césaire prendre un avion. Ils n'ont pas de perspective sur la vie de demain. Donc, il faut déjà commencer par leur donner de vraies possibilités avant qu'ils ne dérivent. Mais bon, certains vont dériver quand même. Mais quand ils dérivent, il faut les prendre en main, sincèrement et sérieusement. Il faut investir sur la possibilité de les réinsérer. Il faut investir sur ceux qui les ont en main pendant le temps de la sanction. Je parle des surveillants, je parle de la prison. La prison se doit de devenir un lieu, pas simplement pour la sanction, mais un vrai lieu, un tremplin pour la réinsertion. On ne peut pas mettre un jeune qui était à la rue, qui n'avait pas de travail, qui trafiquait, dehors, sans savoir où il va dormir, sans savoir qu'est-ce qu'il va manger, surtout s'il est déjà sorti du circuit familial, il n'a personne pour l'épauler. Et pourtant, vous l'avez dit, quelques efforts sont faits, puisque certains passent des diplômes, se forment en prison. Mais c'est pas... Quelques efforts sont faits, mais ce n'est pas suffisant. On est dans une prison qui est surpeuplée. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Je l'ai dénoncé 2 fois. J'ai fait une pétition. La prison du Conseil a été condamnée pour ça. Conditions indignes. Comme moi je l'ai dit, c'était une vérité. J'étais transféré en Guadeloupe. Donc, on est en train de parler de choses réelles. Aujourd'hui, monsieur, tout le monde a un fils, un frère, un neveu, un cousin, un voisin qui est en prison. Ça nous concerne tous. Ces jeunes-là, si on ne s'occupe pas d'eux, ils seront encore dans la rue demain, parce qu'ils ne sont pas condamnés à mort, ils vont sortir. Ils vont récidiver. Donc, potentiellement, celui qui dit « moi, ça ne m'intéresse pas », ce sera peut-être une victime potentielle après, d'un vol ou d'une agression. Donc, ça concerne tout le monde, en fait. Personne n'est exempté de s'intéresser à la prison. Chez nous, je ne compare pas la prison à une poubelle, mais autre chose. Dans un appartement, tout le monde a une poubelle. C'est la moindre des choses. Mais la poubelle, si on ne la lave pas, on ne la soigne pas, on ne change pas le sac, elle finit par envoyer de mauvaises odeurs, elle finit par... La prison, c'est un petit peu la case retrait du système, mais il faut s'en occuper. Et puis, la vision qu'on avait de la prison en 1700, je ne sais pas quoi, ce n'est pas la vision qu'on doit avoir en 2025. Donc, ça fait partie des problèmes que notre société rencontre. Ils ne savent plus comment aller vers les jeunes, comment s'occuper des jeunes. Il y a une rupture de communication entre les jeunes et le système actuel, et c'est très problématique. Très problématique. Et c'est pendant justement votre incarcération que vous commencez à conscientiser, ça c'est le terme que vous avez employé, à conscientiser sur les réseaux sociaux. On va tout de suite regarder un petit extrait de l'un des nombreux messages que vous avez adressés aussi à votre communauté. Actuellement, conscience parée. Puis actuellement, nous faisons ça, nous avons fait comme il faut. Pour qu'un pays nous impose respect, nous, messieurs. Et les magasins pays, un pays nous qui nous.
Vous avez tout de suite, Rodrigue Petitot, trouvé une caisse de résonance sur les réseaux sociaux. Alors, a fortiori, TikTok, c'est votre réseau social de prédilection, si on peut dire. En tout cas, c'est sur celui-ci que vous avez commencé à vous faire connaître. Vraiment, vous avez vu qu'il y avait un public, en fait, qui était en attente de ce type de message. Comment ça s'est fait? Alors, j'ai pas tout de suite vu un public en attente de ce genre de message, parce que moi-même, j'étais surpris par l'ampleur que ça a pris. Mais au moment où j'étais sur TikTok, c'était un réseau que je décriais, un réseau que je ne supportais pas. J'avais l'impression que c'était que des gens qui n'avaient rien à faire qui y étaient, surtout que pour des querelles. La preuve en est, c'est par une querelle que j'ai connu TikTok, j'ai été voir ce qui se passait. Et j'ai entendu certaines communautés parler des Antillais. Et ils étaient à des années-lumière de ce que nous sommes vraiment. Et pourtant, ils parlaient de nous comme s'ils nous connaissaient. Et j'ai voulu leur répondre, j'ai pas pu, donc je me suis dit comment je fais pour leur répondre. C'est parti de là. Et en leur répondant, j'ai vu des gens me dire « Ah ben tiens, ça fait un moment qu'on attendait que quelqu'un prenne la parole, et puis ça a été un petit groupe, 30, 40, 100, 200, ça a été très vite, 400, 500, 1000, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis j'ai commencé à parler de la réalité de ce qui se passe chez nous, ma vision du pourquoi, du comment, et ma vision venait embrasser celle de beaucoup de personnes qui avaient peut-être eu un fils qui avait été en prison, victime de quelque chose. Ils voyaient que j'arrive à me placer sur ce qui se passait, parce que c'est simple, ma vision, c'était la vérité, c'est des choses que j'avais déjà vécues, des choses que j'avais connues, ou des choses que des proches à moi avaient vécues. Donc j'avais le ressenti qui était juste en fonction de ce qui se passait. En sachant que TikTok, c'est aussi le réseau social de la jeunesse par excellence. Voilà, c'est celui qui truste le plus de Donc jeunes. j'ai pu aller vers beaucoup de jeunes avec un langage qui leur parlait, puisque, comme je vous dis, je pense que je suis à cheval sur les deux générations. Et il y a eu une bonne caisse de résonance. Et puis ça a été un moment aussi où il y avait une grande vague de violence en Martinique, chose qui est encore le cas aujourd'hui. Et ben, les gens se sont fait relais de ce que je disais, parce qu'ils se disaient, voilà quelqu'un qui dit la vérité. Et puis tout de suite, j'étais franc. J'ai pas fait le moralisateur en disant, moi je suis tout blanc et maintenant je viens de dire que ce qui ne va pas. J'ai dit, voilà, moi j'ai été un ancien délinquant, j'ai été incarcéré, j'ai connu des violences, et que je sais pourquoi il ne faut pas. Et je me suis mis à nu tout de suite. Et je pense que ça aussi, ça a plu, parce qu'ils n'ont pas eu après à découvrir qui j'étais. J'ai dit tout de suite qui j'étais et pourquoi je peux en parler. Donc ça aussi, ça a été quelque chose qui a été peut-être différent par rapport à ceux qui, quelquefois, font les moralisateurs, et puis après on a à découvrir qui sont totalement opposés à ce qu'ils disent, quoi. Voilà. Alors vous avez effectivement assisté à distance à certaines vagues de violence, mais vous avez aussi vu les mouvements sociaux et les barrages de 2021. L'année précédente, les déboulonnages de statuts. C'est aussi, vous êtes rentré au pays en 2023, on va dire définitivement. C'est aussi tous ces mouvements que vous avez suivis de loin qui vous ont encouragé le jour où vous êtes rentré à fonder le RPRAC. Parce que finalement, les réseaux sociaux, c'était bien, mais c'était trop limitant. Alors, tous ces mouvements-là ont continué à créer en moi un feu, créer en moi une énergie pour pouvoir expliquer aux gens pourquoi on doit se soulever contre tout ça. Et à côté de ça, je voyais mon peuple vivre ces injustices-là chez nous. Et moi, j'étais en France hexagonale. Et je faisais le comparatif en me disant, mais c'est vrai, ils sont en train de subir ça. S'ils sont vraiment français, ils n'auraient pas dû subir ça, parce que de là où je me trouve en Alsace, c'est pas pareil. Donc j'avais le comparatif. Et donc tous ces mouvements-là ont réveillé ça en moi. Et je me suis dit, il va falloir que j'arrête de rester sur les réseaux sociaux et que j'aille sur le terrain porter ma contribution aussi. Oui, parce que vous m'avez dit que quand vous avez fondé le RPRAC, c'était justement pour pouvoir arrêter de dire on n'est pas français. Voilà. Alors, donc, ce qui peut être paradoxal, parce que parfois on a associé votre parti à un parti indépendantiste, je vais résumer ça comme ça, alors que justement vous, votre objectif, c'était de dire mais en fait si, puisque nous sommes français, on veut être considérés comme tels. Alors on a apporté notre vision à la chose. Il faut savoir que déjà, dans le militantisme, nous nous sommes dit, bon, on ne veut adhérer à rien du système. On ne voulait pas d'association, on ne voulait pas de parti politique, on ne voulait rien. On voulait se battre en tant qu'être humain, en tant que Martiniquais, en tant que peuple. Et puis on a mené quelques combats, et à chaque fois je me retrouvais en garde à vue, et c'est toujours la même chose. Ouais, mais vous êtes qui? Vous représentez quoi? Vous n'êtes personne. Donc on s'est dit, mais on ne peut pas combattre un système et puis ne pas connaître les règles du jeu, on va dire. Et ça s'est imposé à nous d'avoir une association quand même pour dire, ben, nous, on est une partie de la population, on se retrouve derrière la même idéologie et donc on représente ça. Donc on a créé le RPRAC. Ce rassemblement-là, mais c'est pour
avoir une existence, quelque chose à quoi se raccrocher et pouvoir entrer dans le jeu correctement. Et quand on a créé cette association, on a décidé de faire un peu différemment. Tous nos aînés, nos sages, parce que j'aime pas dire les anciens, j'aime dire les sages, je trouve que c'est plus respectueux. Nos sages ont toujours dit, on n'est pas français parce que sinon ils ne nous auront pas fait ci et ça. On s'est dit, apparemment ils ne comprennent pas comme ça, ben, on va leur dire, ben, si nous sommes français, on veut ça. Si nous sommes français, on veut ça, ça et ça. Parce que nous sommes français. Et aujourd'hui, Rodrigue, vous vous considérez comme français? Aujourd'hui, ils nous ont démontré que nous ne sommes pas français. D'accord. 1 an de combat pour que les prix puissent augmenter au lieu de baisser, nous ne sommes pas français. C'est eux qui nous le démontrent. Et on voulait que preuve soit faite à la population qu'au-delà des mots, l'agissement de la France nous montre que nous ne sommes pas français. Pourquoi la vie chère? Pourquoi ce combat-là en particulier? Vous auriez pu choisir le chlordécone, le chômage des jeunes, l'effondrement de l'hôpital public. Enfin, les combats sont vastes et variés. Ouais. Pourquoi celui de la vie chère et cette cristallisation autour de la grande distribution? Parce que nous, on n'a pas simplement critiqué les mouvements qui se sont faits précédemment. On a essayé de les décortiquer et comprendre pourquoi ils n'ont pas pu aboutir. Parce qu'ils n'ont pas échoué, simplement ils n'ont pas encore abouti. La preuve en est, nous sommes la relève des combats qu'il y a eu précédemment. Donc en quelque part, ils nous ont créés en quelque part mentalement. Et donc ils n'ont pas raté, ils n'ont pas démérité. Et on s'est dit qu'il y avait un problème parce qu'à chaque fois qu'on se soulève, on se soulève pour 50 causes. On multiplie les interlocuteurs et à la fin, on repart avec pas grand-chose, voire que dalle. Excusez-moi du terme. Et on s'est dit, il va falloir qu'on prenne un sujet et puis qu'on puisse bien le travailler et puis qu'on puisse le plier, quoi. Et on a procédé par ordre d'urgence. Et à la fin, il restait 2 choses. Il restait l'alimentaire, donc la vie chère, dans la vie chère, l'alimentaire, et il restait l'hôpital. Et on s'est dit, ouais, mais l'hôpital, parce qu'il faut qu'on se soigne, c'est important. On a fini par se dire, ouais, mais de toute façon, il y a une logique. C'est que tu ne peux pas partir en guerre le ventre vide. Donc forcément, l'alimentaire s'impose avant tout. Et ensuite, nous allons aller sur le combat. C'est comme ça qu'on a choisi l'alimentaire. Et tout comme vos prédécesseurs, vous avez aussi mené des actions coup de poing dans les grandes surfaces. Alors vous avez un peu changé de méthode, c'est-à-dire vous n'avez pas empêché les Martiniquais d'aller faire leurs courses. En revanche, donc on va revoir ces images où en fait vous avez rempli des caddies de courses entiers pour des factures parfois dépassant des milliers d'euros. Évidemment, vous n'avez pas payé, vous avez laissé les denrées sur place. Payer, on n'a pas de sous. Vous avez changé la méthode parce que vous vous étiez dit, et je ne vous pose pas la question pour critiquer ou ne pas critiquer vos prédécesseurs, mais parce que peut-être vous avez compris aussi que ce genre de méthode pouvait heurter la population. Ben, fallait faire différemment, parce qu'on ne peut pas inlassablement refaire les mêmes recettes qui ne se vendent pas. Et cette idée ne vient pas de nous, hein. C'est une militante du côté de la Guadeloupe qui nous en a parlé, Mercedes, je lui envoie un grand coucou. Elle nous a expliqué le principe et je dis, ah ben tiens, ça c'est pas mauvais, parce que ça aussi, au niveau du RPRAC, on a la volonté de ne surtout pas rompre le dialogue avec le peuple. Nos militants font partie du peuple et on leur propose toujours de nous proposer des choses qu'on fera. C'est pas parce que nous sommes, comme j'aime à dire, le haut-parleur du peuple, qu'on a plus raison que les autres. Et les initiatives doivent venir de tout le monde, on doit les discuter et puis ensuite les mettre en place. Donc ça nous avait été proposé, on a trouvé ça potalant, comme on dit. Et puis on a mis en œuvre et puis ça a fait son fruit. Donc ça ne vient pas de nous, hein, ça vient d'une militante en Guadeloupe. Ouais. On lui dit encore merci. Et puis c'est une très bonne idée. Et puis on a continué à avancer sur des idées comme ça. Et vous avez ensuite été plus loin, vu que vous avez obligé nos élus, États et représentants de la grande distribution à s'asseoir autour de la table pour négocier un protocole contre la vie chère. Des rencontres très mouvementées pour certaines. On se souvient que vous avez vous-même refusé d'y participer tant qu'on ne vous laissait pas filmer les débats. Est-ce que cette injonction à filmer les discussions était légitime? Oui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le défenseur de quiconque, mais les syndicats, je parle en généralité, les syndicats et les politiques, à tort ou à raison, ont été taxés de traîtres par rapport aux choses qui n'ont pas été abouties. Certains ont nourri l'idée qu'ils ont peut-être pactisé avec l'ennemi pour calmer le peuple. Et que, à tort ou à raison, je ne sais pas, je n'étais pas là. Et nous nous sommes dit, justement, comme on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, on ne peut pas s'inscrire dans la même démarche et demain, si ça n'aboutit pas, nous retrouver taxés des mêmes choses. Comment faire pour se protéger? Et nous nous sommes dit, si de toute façon on va discuter avec eux et qu'on va retranscrire au peuple, pourquoi le peuple n'a pas le droit d'entendre en temps et en heure?
Donc, nous nous sommes dit plus jamais rentrer dans un bureau ou dans une réunion sans que le peuple ne puisse entendre. Le peuple a le droit d'entendre, de comprendre, puisque nous sommes mandatés par ce peuple. Et donc, nous avons imposé ce fonctionnement, cette vision des choses qui a très bien fonctionné. Alors, vous étiez mandaté, oui et non, et c'était ma prochaine question, Rodrigue, toujours sur cette notion de légitimité. Quelle était la vôtre et celle de votre parti, déjà, d'assister au débat dans la mesure où vous ne jouissez pour l'instant d'aucun mandat électif et d'aucune représentativité démocratique. Vous n'êtes pas passé par les urnes. Alors, il faut comprendre que, et c'est quelqu'un qui me l'avait dit, je respecte, quelqu'un que je n'apprécie pas, mais il m'avait dit qu'on ne représente pas le peuple, mais on représente une partie du peuple. Mais peu importe la partie du peuple qu'on représente, elle a son importance, elle existe, elle a le droit de se faire entendre. Du moment où cette partie du peuple est sur les actions avec nous, que visuellement, on les voit, on n'est pas à trois en train de marcher dans la rue en disant on a 200 personnes derrière nous. Non, visuellement, ils sont là. Ils sont avec nous sur les mouvements, sur les actions. Ils ne peuvent pas être ignorés. On n'a pas besoin d'urnes pour dire qu'on est légitime, pour dire qu'on existe. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux comme raisonnement? Alors, là où ça peut être dangereux, ça dépend qu'est-ce qu'on est en train de revendiquer. Revendiquer de boire, manger, ça n'aurait même pas dû arriver dans ce système. Ça veut dire qu'on prenne un ancien délinquant tel que moi, qui arrive à amener la souffrance du peuple qui existe déjà depuis bien longtemps aux yeux de tous, c'est quand même une honte pour ce système et pour nos élus. Donc, critiquer encore ou essayer de dire que je ne suis pas légitime, ce serait carrément s'enfoncer, s'embourber dans leurs bêtises. Ça veut dire qu'en bonne intelligence, ils auraient dû dire rapidement, prenons-les en compte, parce qu'effectivement, c'était déjà pas à lui de le dire, mais on n'aurait pas dû laisser les choses arriver jusque-là, parce que nul ne peut dire que mon passé ou ma façon d'agir justifie les prix qu'on a à la caisse. En fait, finalement, votre présence, c'est l'aveu de l'échec de notre système politique. Mais bien sûr, je suis la réalité de leur échec. Moi, j'aurais préféré que quelqu'un tel que vous, ou un bon politicien cravaté, aille avec la bonne présentation, le bon casier judiciaire, dire que ce que nous vivons est invivable. Mais ils nous ont amenés à l'état de conscience que ce travail-là, c'est le peuple, par le peuple, pour le peuple. Que si nous ne le faisons pas nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Parce qu'ils ont été mandatés, eux. Parce que moi, admettons, je n'ai pas été mandaté, ce n'est pas un problème. Mais eux, ils ont été mandatés par les urnes. Ils ont été mis en responsabilité pour représenter le peuple. Sauf qu'ils ont confondu responsabilité et pouvoir et se sont mis à imposer au peuple la volonté du système français sans écouter le peuple. Et bien au-delà de l'écouter, sans comprendre le peuple. Parce que moi, j'écoute un Chinois, j'entends le chinois, mais je ne le comprends pas, parce que je ne parle pas le chinois. À l'heure actuelle, le peuple parle chinois et nos élus, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Alors nous sommes un an après la signature du protocole d'accord, 9 mois après sa mise en œuvre, en tout cas dans les rayons des grandes surfaces, vu qu'on rappelle que c'était au 1er janvier 2025. Un an après, on constate une baisse moyenne d'à peu près 10% sur les prix de 54 familles de produits, la mise à zéro de la TVA et sur l'octroi de mer, ainsi que le gel et ou la réduction des marges de la grande distribution. Est-ce que le bilan est satisfaisant pour vous ? Je dis oui pour faire plaisir? Ah non, je veux la vraie réponse. Pas du tout. Et encore une fois, j'aurais aimé avoir tort. Lorsque nous n'avons pas signé ce protocole, nous avons expliqué que rien ne va changer, que ça va empirer. Mais vous ne l'avez pas signé. On ne l'a pas signé parce qu'on ne pouvait pas signer quelque chose qu'on savait très bien qui était faux. Il faut savoir que des sénateurs en France ont fait venir des experts qui, eux, ont dit qu'il n'y a que le RPRAC qui a eu raison de ne pas signer. Ça n'avait aucun sens. C'était un protocole d'intention qui n'obligeait dans rien du tout. On nous parle de 10% de baisse. 10% de baisse sur combien? Parce que nous, dans nos relevés des prix, on était entre 200 et 400% plus cher. 10% sur 400%, mais c'est une blague. Est-ce que le peuple martiniquais était venu mendier? C'est la question qu'on doit se poser. Et quand on voit aujourd'hui, ce n'est pas nous qui l'avons dit, une grande chaîne a fait le même caddie après ce qui a été appliqué et ils se sont retrouvés désolé, ils se sont retrouvés à un montant plus cher. Donc, quand on voit que ces mesures-là ont été mises en place, qu'au final, ce dont on avait parlé, la péréquation,
Donc c'est le fait de baisser les prix sur certains produits baisser et sur de certains répercuter. et de les répercuter sur les autres. Tout à fait. Puisque comme tout l'alimentaire n'a pas été impacté par cette baisse, mais ça laisse certains produits disponibles pour pouvoir appliquer la péréquation et récupérer ce qu'on a baissé ailleurs. Donc le ticket s'en retrouve toujours plus lourd. Donc quand on a enlevé la TVA, enlevé l'octroi de mer sur pratiquement 7000 produits, 54 familles de mémoire, Oui, c'est ça, 54. et qu'au final, le peuple constate que son ticket, l'addition est toujours aussi salée, qui a bénéficié de cette baisse? C'est une question qu'il faut poser. Et lorsque le tout-puissant de la CTM arrive à dire, mais comme promis, on va vous faire la péréquation sur les cartes grises et autres, est-ce que ce n'est pas du vol de venir prendre dans la poche du peuple ce qu'il n'a jamais reçu? La franchise aurait voulu qu'il puisse dire, eh bien, on a tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné puisqu'il n'y a pas eu de baisse, on ne peut pas appliquer la péréquation sur autre chose. Non, on continue à venir ponctionner dans la poche du peuple ce que le peuple n'a pas. Et donc, j'ai envie de dire, si ceux qui sont mandatés agissent de telle façon, je préfère ne pas être mandaté et continuer à dire la vérité. Autre phénomène en marge l'année dernière des tables rondes que nous ne pouvons oblitérer, les violences urbaines qui ont secoué la Martinique aussi pendant plusieurs semaines, à tel point d'ailleurs que la police locale totalement débordée a demandé l'envoi de la CRS 8 sur notre territoire. Vous avez démenti encore très récemment le lien entre le mouvement contre la vie chère et ces violences. Alors même si l'on peut entendre que vous n'en êtes pas l'instigateur, est-ce que vous ne vous êtes pas fait dépasser à un moment, justement par la situation? Alors, très souvent, cette question, elle revient et elle est légitime, c'est normal. Elle est légitime, c'est normal. Là où c'est pas normal, c'est de poser cette question, alors je ne parle pas de vous, de ceux qui la posent en général, avec l'idée de penser que ce n'est qu'en Martinique que ça se passe de la même façon. Dernièrement, moi je ne suis pas foot du tout, mais le PSG a gagné, Paris s'est retrouvé en miettes. Heureusement qu'ils n'ont pas perdu, sinon toute la France serait en miettes. Oui, enfin, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, généralement, malheureusement. Est-ce que c'était de la faute du PSG? Est-ce que c'était de la faute des dirigeants du PSG? LFI et autres descendent dans la rue parce qu'ils ne sont pas d'accord. Les black blogs arrivent, ils cassent tout. Est-ce que c'est de la faute des dirigeants? Cette question-là, elle est importante parce qu'elle va déterminer si quand le airprac descend dans la rue dire que la vie est trop chère et qu'il faut que ça s'arrête, ça va déterminer est-ce que c'est de la faute du airprac. Ou peut-être que ce que certains peuvent vous reprocher, c'est de ne pas avoir usé de votre aura, car votre aura est réelle, Rodrigue Petitot. On a même vu d'ailleurs lors de rassemblements au sein du QG du airprac à Dillon des scènes qui pourraient même confiner presque au culte de la personnalité venant de la part de certains de vos militants. Donc peut-être qu'on s'est dit, mais vous n'avez pas peut-être appelé en tout cas au calme suffisamment fort, alors que vous aviez peut-être justement cette aura pour le faire. Alors, en 2009, il y a eu des émeutes. Le airprac n'existait pas, je n'étais pas là. En 2012, il y a eu des émeutes. Le airprac n'existait pas, je n'étais pas là. Quand le peuple est en colère, malheureusement, et qu'on ne l'écoute pas, ça finit comme ça. Pas simplement en Martinique. Regardez Madagascar. C'est la Gen Z, c'est les jeunes, ne veulent plus que ça se passe comme ça. Donc, on me parle de mon aura. Tout un chacun a son libre arbitre. Ceux qui auraient dû faire l'appel au calme, c'est les patrons de la grande distribution en respectant le peuple et en faisant descendre les prix. Ceux qui auraient dû faire l'appel au calme, c'est les politiques, parce qu'on veut que je fasse un appel au calme. Or, je ne suis pas mandaté. Et ceux qui sont mandatés sont silencieux. Au bout d'un moment, c'est compliqué de savoir ce que j'ai droit ou pas. Et on me demande un appel au calme. Mais est-ce qu'on a vu toute la période? Parce qu'il ne faut pas arriver à la fin du film. Il faut regarder le début du film. Est-ce qu'on a vu le moment où nous étions ultra calmes et qu'on s'est fait taper, on s'est fait gazer? Nous étions, comme vous avez pu montrer à l'écran, dans les centres commerciaux, parking privé. On s'est fait taper, gazer, jeter hors des parkings et donc dans la rue. Donc qui a envoyé qui dans la rue? Et si c'est eux qui mettent le désordre, pourquoi c'est à moi de demander de faire un appel au calme? Même si on a toujours condamné toute forme de violence. Parce que je sais très bien que tout ça doit se régler en bonne intelligence, devant une table,
avec des gens prêts à dessiner des solutions et pas mettre des pansements sur des pansements. Toutes les invitations qu'on a reçues, on les a honorées. Ça veut dire que je condamne, le RPRAC condamne toute forme de violence. Mais il faut reconnaître que la violence du système, elle est quand même hors catégorie. Traiter un peuple comme ça, c'est pas possible. Quand on sait qu'on a des agriculteurs qui briquent une préfecture devant des CRS, d'autres qui déchargent du fumier devant des CRS, et que tout se passe bien, et qu'ici, on a quelques mères de famille, quelques pères de famille, des enfants et quelques militants qui revendiquent de vouloir en se nourrir respectablement, et qu'on nous envoie la CRS 8 qui avait déjà été interdite parce qu'il y avait eu des morts. Donc, demandez du pain et vous recevez du plomb. Alors, la police vous répondrait que les morts ne sont pas dus à la CRS 8. Alors, la police dira ce qu'elle veut, mais moi, je ne parle pas simplement où une étiquette CRS 8 ou pas. Moi, je parle de force de répression. Ça reste la force de répression et ça reste les élus qui prennent cette décision. Ce n'est pas le peuple qui fait appel à la CRS 8. Et comme je vous dis, en bonne intelligence devant une table, ça ne se serait jamais passé comme ça. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a le congrès des élus, que M. Lise et Tamayad avaient imaginé pour que nos élus puissent travailler avec le peuple ensemble pour dessiner des solutions et proposer des choses. On a vu que nos élus actuels ont réussi à détourner la chose, faire ça entre eux et mettre le peuple de côté. À quel moment le peuple sera vraiment respecté à hauteur de ce qu'il mérite? À quel moment on sera consulté? On nous parle de l'amélioration du 73 dans un cadre qui est fait pour nous garantir sous le joug colonial. À quel moment on a demandé au peuple, êtes-vous prêt ou pas pour changer de statut? Pas quel statut, mais êtes-vous prêt ou pas? Donc, il y a un fonctionnement qui n'est pas correct. Et donc, quand on en arrive à l'exaspération du peuple et que le peuple manifeste sa colère, ce n'est pas la peine de chercher des boucs émissaires, mais il faut analyser réellement le pourquoi du comment nous en sommes arrivés là. Pourquoi Aude Goussard a quitté le bureau du RPRAC? C'est ce que je vous dis, on parle de libre arbitre. Je viens de le dire et c'est une très bonne chose. Même si nous sommes une équipe, un groupe, en quelque part une famille, chacun a son libre arbitre. Chacun a sa vision des choses. Aucun ne peut imposer à l'autre sa vision des choses. Il est arrivé un moment où sa vision n'était plus en phase avec la nôtre. Elle a choisi de continuer son combat dans son sens, à sa façon. Ça montre bien que nous ne sommes pas des dictateurs au RPRAC et que nous ne sommes pas là pour imposer les choses, puisque au sein de notre propre équipe, tout chacun est libre. Même si quelquefois, on me voit beaucoup plus que les autres parce que je suis un petit peu celui qui parle plus, aucune de nos décisions ne sont prises sans une consultation de tous. Et lorsque la base prend une décision, on la propose au peuple. Et donc, j'ose penser qu'elle a peut-être une meilleure façon de pouvoir mener les choses en solo et que, comme dans un groupe, c'était les Beatles ou autre, elle a fait un petit solo. Mais voilà. Et parmi justement les décisions donc, collégiales que vous avez prises récemment, celle de fonder votre parti politique baptisé Pour le Peuple, cela devenait impossible de continuer le combat sans passer par les urnes? Alors, est-ce que ça devenait impossible de continuer le combat sans les urnes? Je ne dirais pas ça comme ça. Parce que comme je vous dis, je reprends l'exemple de Madagascar, ils ne sont pas passés par les urnes. Hein, donc, je ne dirais pas ça comme ça. Mais disons que dans notre façon de voir les choses, on ne met de côté aucune possibilité de toucher l'objectif. Donc, avoir notre propre parti politique, quand je dis notre, je ne parle pas du RPRAC, je parle du peuple, la partie du peuple qu'on représente. Avoir un parti politique qui lui ressemble. Parce que ce parti politique, ce n'est pas la solution. C'est un outil qu'on met à disposition pour que le peuple, parce que ce n'est pas tout le monde dans le peuple, même s'ils embrassent l'idéologie qu'on apporte, ils n'ont pas forcément la même vision de descendre dans la rue ou d'être militants. Il y en a qui ont envie, qui ont la fibre politique et qui ont envie d'exprimer ça différemment. Alors justement, quel est le programme du RPRAC? Et j'imagine des candidats que vous enverrez briguer certains mandats. Alors, pour le moment, on ne va pas parler de programme. Ça va se faire à la présentation du parti. Et puis, c'est clair que si on crée un parti politique, ce n'est pas pour la déco, c'est pour envoyer des gens. Donc, pour le moment, on va garder ça pour nous. Mais l'idéologie que porte le RPRAC,
est similaire à l'idéologie du parti politique, le PLP. Ça veut dire que c'est le peuple avant tout. Et comme le parti politique le dit en leitmotiv, la voix du peuple est notre boussole. Donc, comme je dis, ce sera à ceux qui y adhèrent de faire leurs preuves. Parce qu'on fait bien la différence entre l'association et le parti politique. On ne veut pas que le parti politique surfe sur la vague de l'association. Non, pas du tout. Le parti politique, nous, au RPRAC, nous avons gagné la confiance du peuple par nos actions. Aujourd'hui, le PLP devra gagner la confiance du peuple par ses actions. Mais surtout, on veut conscientiser le peuple à comprendre qu'en vérité, ce sera eux-mêmes de faire leurs preuves pour eux-mêmes, par eux-mêmes, parce que ce n'est pas nous qui allons faire la... Donc, ce sera un programme participatif, si je comprends bien ce que vous Ah, mais bien dites. sûr. Bien sûr. Vous allez peut-être lancer une consultation populaire? Mais nous sommes en consultation populaire permanente, puisque je vous dis qu'on ne prend aucune décision sans proposer. Même pour créer le PLP, on a posé les questions tous les soirs lors du Martinique Tour, du RPRAC Martinique Tour. On a posé la question à demander est-ce qu'un parti politique vous intéresse? Donc, dans tout ce qu'on fait, on consulte le peuple, parce que ce n'est pas pour nous on le fait, proprement au RPRAC. On le fait pour nous, la partie du peuple qu'on représente, nos enfants, nos petits-enfants. Donc, bien sûr, c'est une vision différente qu'on essaye d'apporter. Et on espère que ça va porter ses fruits, mais l'avenir nous le dira. Alors, je précise pour ceux qui se poseraient la question que malgré vos condamnations, vous n'êtes pas frappé d'inéligibilité. J'imagine que vous n'allez pas me répondre, mais en tout cas, vous me confirmez qu'il n'est pas impossible que vous alliez briguer peut-être une mairie en 2026 ou même pourquoi pas la CETEM en 2027. Alors, je ne suis pas frappé d'inéligibilité et ce n'est pas faute de ne pas avoir essayé. Hein. Les procureurs ont essayé au maximum. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Si on crée un parti politique, c'est pour présenter des candidats potents qui ont l'envie, la détermination, l'énergie qu'il faut pour faire bouger les lignes et puis faire avancer les choses. Tout un chacun aura cette possibilité. Donc, on verra ce que ça va donner. Pour ce qui est de ma personne, je ne suis pas de ceux qui annoncent en avance ce que je fais, donc on verra par la suite. Mais pour le moment, l'heure n'est pas à savoir si je suis candidat ou pas. Vous m'avez dit en préparant cette émission que vous n'aviez rien à perdre, au regard aussi de votre passé un peu tourmenté. Est-ce que vous cherchez aussi à vous racheter à travers ce combat? Alors, ouais, ça c'est quelque chose que souvent... J'ai rien à perdre, effectivement. Quand je dis rien, je me comprends. Parce que j'ai mes 3 enfants que j'aime plus que tout. Mère, père, enfant, voilà, femme, tout. Mais j'estime que j'ai pris des décisions qui ont impacté beaucoup plus lourdement ma famille sans que ça ne puisse leur apporter aucun bénéfice dans le futur, si ce n'est que souffrance partagée avec moi-même. Parce que quand on est en prison, la famille est en prison aussi. Aujourd'hui, je suis dans un combat qui, une fois abouti, va impacter enfants, petits-enfants, cousins, petits-cousins. C'est pour tout le monde. Donc si j'ai pu, dans le passé, entre guillemets, sacrifier mon avenir sans raison valable, aujourd'hui, pourquoi pas le faire pour une vraie raison? Vous voulez qu'il soit fier de vous? Au-delà du fait d'être fier de moi, dans mon challenge avec moi-même, je n'apprécie pas que quelqu'un puisse me citer en exemple en disant « Ah ben lui, il était ci, il était ça, mais du mauvais côté. » Pour se dire, eh ben moi aussi, comme on dit, je suis un gars chaud comme lui, il était. Moi, j'ai envie qu'un jeune qui sort de prison ou que la mère d'un jeune qui sort de prison puisse lui dire « Mais regarde le R. Il était en prison, c'était chaotique. Et la prison, ce n'est pas la fin en soi. Ça peut être un tremplin, à toi de choisir. » Moi, j'ai plus envie d'inspirer ceux qui sont allés, comme je dis, au sous-sol de l'enfer, à comprendre qu'ils peuvent tous être des phénix et puis renaître de leur sang. Et ce message-là, il est important, Rodrigue Petitot, puisque malheureusement, nous en sommes au 30e homicide par balle depuis le début de l'année. Vous m'avez dit que sur la trentaine de victimes, vous connaissez la moitié soit des victimes, soit des bourreaux. C'est un sujet sur lequel je ne m'exprime pas beaucoup. Voilà, c'est un peu à cause de ça, parce que la Martinique, c'est petit. Et malheureusement, quelque part, on connaît toujours soit la famille, soit la victime, soit l'accusé. Et m'exprimer un mot de travers pourrait peut-être plus blesser qu'aider. Je ne suis pas là pour blesser, je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là.
Donc, aujourd'hui, on arrive à un degré qui est inqualifiable. Là encore, c'est l'échec de la politique qui est menée en Martinique. Il ne faut pas que ces gens-là dorment bien en se disant « nous, c'est pas nous, tout va bien ». C'est leur échec, ça. C'est leur échec. Et je pense qu'il faut qu'on arrête avec les mots, avec les constats, et qu'on puisse réellement travailler pour essayer d'arrêter ce phénomène-là. Parce que tant qu'on continue à pointer du doigt, oui, c'est les bateaux, oui, c'est les étrangers, oui, c'est la drogue, oui, c'est bien de constater. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Moi, je me rappelle d'un moment de ma jeunesse où, quand la violence a commencé à monter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, quand il y avait une boîte de nuit où ça n'allait pas, ils ont fermé la boîte de nuit. Quand c'était les sound systems, ils ont fermé les sound systems. Quand c'était les lieux de rassemblement, ils ont fermé. Et maintenant qu'ils ont tout fermé, est-ce que la violence s'est arrêtée? Non, elle a continué. Est-ce que la solution, c'était de simplement arrêter? Je vais faire un comparatif que je dis toujours. Quand nous, militants, nous disons « nous reprenons le combat », on voit une présence policière des forces de l'ordre partout. Personne ne peut sortir. Quand on est à 30 morts et que quelqu'un arrive à sortir de Saint-Pierre, aller jusqu'à Sainte-Anne avec un fusil, tuer quelqu'un, repartir de Sainte-Anne et remonter tranquillement chez lui à Saint-Pierre, il y a un problème. Si pour les militants, on arrive à mettre les moyens, ce n'est pas que je demande plus de répression, hein, mais je dis que si on arrive à mettre pour les militants une présence dissuasive, pour la violence, on peut mettre une présence dissuasive. On ne va peut-être pas tout arrêter, mais on va pouvoir calmer les choses. Parce que cette montée de jeunes armés, je ne sais pas si je m'exprime bien en disant ça, mais ceux qui s'arment, ce n'est pas tout simplement, parce que je discute avec eux, ce n'est pas tout simplement parce qu'ils ont envie de faire du mal. C'est parce qu'ils se sentent en danger et qu'ils ne se sentent pas protégés et qu'ils ont la stupidité, j'ai envie de dire, l'incrédulité de croire qu'avec une arme, ils vont se protéger. Ils ne vont pas se protéger, puisque là où ils auraient pu discuter pour éviter que ça dégénère, ben comme ils savent qu'ils sont armés, ils sortent l'arme tout de suite. Donc, en fait, tant que nos politiques stratosphériques ne redescendent pas de leur petit nuage, on va s'enfoncer. Et comme je le répète souvent, je ne connais aucun pays pauvre où la violence et le trafic n'explosent pas. Tant qu'ils ne vont pas solutionner notre problème de société, on va s'enfoncer. La violence des jeunes, le chômage, ce ne sont que des symptômes pour montrer que la société va mal. Et c'est ce qu'ils doivent comprendre. Et ce sera le mot de la fin, Rodrigue Petitot. On a largement explosé le chrono. En tout cas, grand merci à vous d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment dès la semaine prochaine à la découverte d'une nouvelle personnalité.